La civilisation de la vallée de l'Indus. Pour ce faire, nous devons d'abord comprendre le monde à cette époque. Et nous parlons ici d'environ 2500 à 2000 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'âge du bronze moyen, car la plupart des gens utilisaient le bronze pour les armes, pour les outils. Donc ici, c'est l'Égypte. Et comme nous l'avons évoqué, l'Égypte est de loin la civilisation la plus riche et la plus avancée de l'âge du bronze. Ici, de l'autre côté de la mer Rouge, se trouve l'Arabie. Et même si l'Arabie n'est pas vraiment beaucoup abordée dans l'histoire mondiale, elle reste importante, car elle fait partie du réseau commercial. Donc l'Arabie, ce sont principalement des nomades qui transportent des marchandises de la Mésopotamie vers l'Égypte, puis vers la Méditerranée, qui donne accès à toute l'Europe. Ceci est Sumer, qui est le début de la civilisation mésopotamienne. Là, tout en haut, se trouve l'Anatolie, le Levant, et puis la civilisation de la vallée de l'Indus, et par ici. Et aujourd'hui, cela couvrirait les pays d'Afghanistan, du Pakistan et du nord-ouest de l'Inde. Ce qui rend la civilisation de la vallée de l'Indus importante, c'est qu'elle est vraiment située près de la côte, ce qui lui permet d'accéder à la Mésopotamie et à l'Égypte. Cela signifie qu'à l'âge du bronze, ces trois civilisations, les Égyptiens, les Mésopotamiens et la civilisation de la vallée de l'Indus, étaient fortement interconnectées par le commerce. Et la civilisation de la vallée de l'Indus, ce qui était unique chez eux, ce sont certains produits. Par exemple, la teinture indigo, qui était très recherchée en Mésopotamie et en Égypte. Leur artisanat, leurs bijoux étaient également très célèbres dans le monde entier. Ils commerçaient généralement avec Sumer et l'Égypte, hein, en passant par les États du Golfe comme Bahreïn, Oman et Dubaï. Et ils avaient en fait une colonie près du Golfe Persique. Cette civilisation était si douée pour le commerce que nous pensons qu'ils commerçaient même avec la Chine, ce qui est assez loin. Mais leurs navires étaient immenses et c'était de très bons navigateurs. À mesure que l'âge du bronze s'est développé au fil du temps, le bronze était très demandé. Et les principaux composants du bronze sont le cuivre et l'étain. L'étain se trouve principalement dans les montagnes d'Afghanistan par ici. Ce qui signifiait que la civilisation de la vallée de l'Indus commençait maintenant à s'étendre jusqu'en Afghanistan, afin d'accéder au commerce de l'étain. Donc l'étain était vraiment très recherché, mais il y avait aussi une autre pierre appelée lapis-lazuli, qui est vraiment très recherchée par les Égyptiens pour ses qualités, disons, spirituelles et esthétiques. Et par ici, à cause du commerce avec l'Afghanistan, des routes terrestres commencent à se développer vers l'Anatolie et la Mésopotamie. Et également, à cause de ce commerce en Afghanistan, de nouvelles civilisations commencent aussi à se développer. Et elles ne sont pas aussi avancées ni aussi grandes que les trois principales, mais elles sont tout de même assez avancées. Donc, par exemple, ici en haut, c'est ce qu'on appelle la civilisation de la vallée de l'Oxus. Le terme technique utilisé par les archéologues est le complexe archéologique bactromargien. Vous n'avez pas besoin de savoir ça, d'accord? Ça s'appelle le BMAC. Ce qui rend cette civilisation particulièrement importante à nos yeux, c'est avant tout sa capacité unique à interagir avec les peuples nomades des steppes. Vous voyez? Cette culture, que l'on appelle la culture d'Andronovo, a joué un rôle charnière. Donc, comme vous pouvez le constater sur la carte, la civilisation de la vallée de l'Indus, grâce à ses partenaires commerciaux privilégiés, notamment la civilisation de la vallée de l'Oxus, ainsi que ses nombreuses colonies établies ici, commerce désormais activement avec le monde entier, créant un réseau d'échanges vraiment vaste et complexe. Il n'y a aucune partie du monde occidental que la civilisation de la vallée de l'Indus ne touche pas. Est-ce que c'est clair? Donc, nous sommes dans un monde situé environ entre 2500 et 2000 avant notre ère. C'est un monde fortement interconnecté, et il existe deux sources majeures de demande. Les Égyptiens sont extrêmement riches et ils volent ces bijoux et objets artisanaux précieux pour leur sépulture. D'accord? C'est une source de demande très très forte. La source principale, la source de demande, est en fait la Mésopotamie, où les cités-États de Sumer se font la guerre. Et en temps de guerre, le bronze fait une énorme différence, car les armures en bronze sont bien plus solides que les armures en cuivre. Donc, ces deux endroits stimulent la demande.
Et par conséquent, la civilisation de la vallée de l'Indus s'enrichit grâce au commerce. Est-ce que c'est clair? Des questions jusqu'ici avant que je continue? D'accord, donc même si la civilisation de la vallée de l'Indus est connectée à l'Égypte et à la Mésopotamie, c'est une civilisation radicalement différente. Donc, la première chose qui rend la civilisation de la vallée de l'Indus intéressante, c'est qu'il s'agit d'une zone immense. En termes de taille, elle est en fait plus grande que l'Égypte et la Mésopotamie réunies. Elle compte une population d'environ 5 millions d'habitants à son apogée. C'est donc une zone immense. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous n'avons trouvé aucune preuve de guerre organisée dans cette région à cette époque. La raison en est que cette région est reliée par le commerce. Donc, ce que nous avons trouvé, ce sont 5 centres urbains majeurs dans la civilisation de la vallée de l'Indus, et ces centres urbains peuvent être considérés comme ce que nous appelons des centres de transformation à valeur ajoutée. Ce sont des centres urbains qui se spécialisent dans la transformation de matières premières, comme les métaux et les produits agricoles, en produits finis, tels que des bijoux, de l'artisanat, destinés à être expédiés, à être échangés, principalement avec la Mésopotamie, mais aussi avec l'Égypte et éventuellement la Chine également. Cela remonte également vers le nord jusqu'à la civilisation de la vallée de l'Oxus, qui commerce ensuite avec les peuples des steppes, la culture d'Andronovo, ce que nous connaissons sous le nom de peuple Yamna. Exact. Donc ce réseau commercial est très très complexe et tout le monde est impliqué à un titre ou à un autre dans ce réseau commercial. C'est donc la première chose intéressante à propos de la civilisation de la vallée de l'Indus. Ils commercent pacifiquement en interne. Ils commercent également pacifiquement avec l'extérieur. Nous n'avons absolument aucune preuve qu'ils aient jamais eu de guerre organisée. Nous n'avons absolument aucune preuve qu'ils aient eu l'intention de mener une guerre organisée. Ce qui signifie que nous n'avons trouvé aucune arme. Nous avons trouvé des outils. Nous avons trouvé des armes de chasse. Nous n'avons pas trouvé, par exemple, d'armure ou de casque. Oui. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle nous pouvons supposer qu'il n'y a pas de guerre organisée là-dedans? Oui, excellente question. Alors, comment savons-nous qu'il n'y a pas de guerre organisée? Nous savons qu'il y a beaucoup de guerres organisées en Mésopotamie et ailleurs, parce que, à cause de ce que nous avons déterré. Donc, nous observons les villes, nous voyons des parties de la ville qui ont été construites par-dessus ou détruites, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu des incendies ou qu'il pourrait y avoir eu des guerres. Mais avec ces 5 centres urbains que nous avons déterrés, nous les avons trouvés plutôt intacts, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été construits par-dessus ou qu'ils n'ont pas été détruits pendant le pro. Quand ils existaient, c'est donc la première preuve majeure. La deuxième preuve majeure est que nous avons déterré leurs tombes. Donc, si vous regardez peut-être les civilisations de la culture d'Andronovo ou la Mésopotamie, ils ont tendance à enterrer les guerriers avec leurs armes. Donc, vous savez, des casques et des armures. Mais quand nous avons déterré les gens de la culture de la civilisation de la vallée de l'Indus, tout d'abord, nous ne trouvons pas de caste distinct de guerriers. De plus, nous ne trouvons ni casque, ni armure, ni armes. C'est donc ce qui nous a amené à croire qu'ils ne se livraient pas à une guerre organisée. Mais il existe aussi des preuves suggérant que nos preuves ne sont pas solides. Le premier élément de preuve est qu'ils n'enterrent pas leurs morts. Ces gens n'ont pas pour tradition d'enterrer leurs morts. Certains sont enterrés, mais tout le monde n'est pas enterré. Deuxièmement, nous ne savons pas où ils enterraient leurs morts. Nous supposons qu'ils enterraient leurs morts dans les villes, mais cela pourrait ne pas être vrai. D'accord? Donc, les preuves tendent à montrer qu'ils étaient une civilisation pacifique, mais à mesure que nous découvrons, que nous déterrons de plus en plus de choses au fil du temps, nous pourrions découvrir que ce n'était pas vrai. Mais pour l'instant, les preuves suggèrent qu'ils étaient pacifiques. Et aussi, ce qui est vraiment important concernant la civilisation de la vallée de l'Indus, c'est qu'il s'agit d'une découverte récente. Nous ne les connaissons que depuis 100 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est que les Indiens eux-mêmes ne savaient pas qu'ils existaient. Ce sont les Britanniques qui ont découvert ces cités et qui ont commencé le travail en archéologie pour commencer à reconstruire leur civilisation. Très bien. Mais merci pour la question. Comme je l'ai dit, ce qui est la première chose intéressante à propos de leur civilisation, c'est qu'elle était relativement pacifique, d'accord, comparée à ce qui se passait en Mésopotamie.
La deuxième chose qui était intéressante pour nous et surprenante, c'est que pour une très grande civilisation, ils sont égalitaires. C'est-à-dire qu'en Mésopotamie, quand on regarde ces anciennes cités, Ur et Uruk, il y avait